Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur de notre quotidien. Enfin, quand je dis quotidien, c'est vraiment le mot juste. Bonjour Yves. Et oui, on peut difficilement faire plus quotidien que le sujet d'aujourd'hui. C'est clair. Parce que, en fait, allumer une machine à café le matin ou juste brancher son téléphone, ça semble d'une banalité affligeante, non? On appuie sur un bouton et hop, la lumière s'allume. Oui, on n'y pense même plus, c'est devenu un réflexe. Voilà, un réflexe. Et pourtant, pour que l'eau de ce café chauffe, il faut réussir un véritable exploit physique. C'est littéralement capturer l'équivalent d'un éclair qui a été généré dans une centrale à, je sais pas, 300 kilomètres de là. Au bas mot, oui. Et ensuite, l'acheminer à une vitesse vertigineuse, dompter cette violence inouïe et forcer cette énergie à s'écouler sagement dans une petite résistance. Le tout, bien sûr, sans faire exploser la cuisine. Et en une fraction de seconde, quoi. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a une ingénierie colossale derrière. Une ingénierie qui gère une violence qu'on a complètement tendance à oublier. C'est vrai qu'on s'imagine souvent l'électricité comme une sorte de fluide magique, un peu inoffensif qui attend sagement dans le mur de la maison. Alors que la réalité, c'est qu'une énergie capable de vaporiser du métal à la sortie d'une ligne à très haute tension, elle finit par alimenter doucement le chargeur d'un petit téléphone portable. C'est une architecture qui ne tolère absolument aucune erreur. Et c'est précisément l'objectif de notre exploration aujourd'hui. L'idée, pour ceux qui nous écoutent, c'est de plonger au cœur de cette infrastructure électrique pour décrypter le duo incontournable qui rend ce miracle possible, les réseaux qu'on appelle HTA pour haute tension A et BT pour basse tension. Les deux piliers de la distribution, en fait. Exactement. Et nos notes et documents de recherche d'aujourd'hui détaillent vraiment l'anatomie de ces réseaux, leurs tensions spécifiques et la mécanique indispensable qui les relie. Donc le but, c'est pas de faire un simple inventaire ennuyeux de câbles, hein. Ah non, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà, l'idée, c'est plutôt de comprendre pourquoi ce système à deux vitesses est vital, de comprendre pourquoi l'électricité doit impérativement changer de vitesse en cours de route pour que l'énergie reste à la fois efficace et sûre. Et ce qui est fascinant quand on lit ces documents et qu'on se penche sur ces infrastructures, c'est qu'elles ne sont pas construites comme ça par simple convention administrative ou bureaucratique. Ah non. Non, pas du tout. La séparation entre la haute tension et la basse tension, c'est une réponse directe et disons assez brutale aux lois de la physique. D'accord. C'est vraiment un équilibre permanent, une espèce de négociation constante entre la force brute qui est nécessaire pour traverser un pays sans s'épuiser et la délicatesse absolue requise pour interagir avec un être humain à la fin de la chaîne. Ok, je vois. Mais du coup, pour bien saisir l'importance de ce duo HTA et BT, je pense qu'il faut faire un petit pas en arrière, regarder un peu la vue d'ensemble du réseau électrique complet. Il y a quatre grandes étapes, c'est bien ça? Tout à fait. Quatre grandes étapes. Tout commence évidemment par la production. Donc, la centrale nucléaire, le barrage hydraulique, le parc éolien, ce genre de choses? Ouais, exactement. L'électricité est générée là-bas à une tension moyenne ou basse, et puis elle est immédiatement propulsée sur ce qu'on appelle la HTB. La HTB, donc la très haute tension, c'est ça? Voilà, le réseau de transport massif. On parle de lignes à 400 000 volts. C'est colossal. 400 000 volts? Si on utilise l'analogie du réseau routier, la HTB, ce serait un peu l'immense autoroute nationale à 6 voies qui traverse le pays sans aucun arrêt pour acheminer l'énergie sur de très longues distances. C'est la meilleure image possible, ouais. Ça permet de réduire les pertes d'énergie sur les longs trajets. Mais c'est à ce stade précis qu'il faut se poser une question fondamentale. Laquelle? Bah, pourquoi prendre la peine d'élever cette tension à des niveaux aussi extrêmes, 400 000 volts, pour ensuite devoir la redescendre plus tard? Pourquoi ne pas simplement sortir l'électricité de la centrale à 230 volts, la tension de nos prises de courant, et l'envoyer directement aux maisons? J'avoue que sur le papier, ça paraîtrait infiniment plus simple, quoi. Pas de changement de tension, pas de gros transformateurs compliqués, juste un très lent câble branché de la centrale jusqu'au tableau électrique de la cuisine. Ça ferait faire des économies d'équipement, en théorie. En théorie, oui. Mais si on imagine le réseau comme un système d'irrigation, ce serait comme avoir un très long tuyau d'arrosage. Si j'essaie d'arroser un champ avec une paille en plastique qui ferait 50 km de long, l'eau n'arrivera jamais au bout. C'est physiquement impossible. Voilà, la pression va juste s'épuiser en chemin à cause de la distance, il n'y aura plus rien à la sortie. Alors, l'analogie de la paille, elle est super pour se représenter le problème de la perte d'énergie, mais en fait, elle cache la véritable brutalité du phénomène électrique. Comment ça, brutalité façon? Ça ferait pas juste un petit filet de courant à la fin? Bah non, ce n'est pas seulement que l'énergie s'épuise doucement en chemin, c'est que la paille fondrait et prendrait feu instantanément. Ah ouais, carrément? Ouais.
Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à une équation de la physique qui est toute simple mais implacable. C'est la puissance électrique, qui équivaut à la tension multipliée par l'intensité. Tension fois intensité. Donc la tension, ce sont les volts, on peut voir ça un peu comme la pression dans notre tuyau d'eau. Exactement. Et l'intensité, ce sont les ampères. Ça, c'est le volume, le nombre d'électrons qui circulent physiquement dans le câble. D'accord, donc si on veut fournir la puissance énorme nécessaire à toute une ville et qu'on choisit de garder une tension très basse, comme du 230 volts, une toute petite pression, en gros on est obligé de compenser d'un autre côté. Voilà, l'équation doit s'équilibrer. Donc on compense en envoyant une intensité gigantesque. Un volume d'électrons monumental du coup. Un volume astronomique, oui. Il faudrait pousser énormément d'électrons en même temps dans les câbles. Et c'est là que la physique frappe fort. Quand beaucoup d'électrons circulent et se frottent, disons, les uns aux autres dans un conducteur, ça crée de la résistance. Et donc de la chaleur. En basse tension, la friction serait tellement intense que le câble se transformerait instantanément en un radiateur géant. Un radiateur sur des kilomètres. Donc toute l'énergie de la centrale partirait en fumée, littéralement. Toute l'énergie se dissiperait dans l'atmosphère sous forme de chaleur en quelques kilomètres à peine, et le câble finirait par fondre et s'effondrer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la seule solution, à moins de changer la tension, ce serait d'utiliser des câbles beaucoup plus gros pour laisser la place aux électrons de circuler sans se frotter, non? C'est la seule autre option physique, ouais. Pour transporter de la basse tension sur de longues distances sans que ça fonde, il faudrait des câbles en cuivre d'un diamètre titanesque. Genre quelle taille? Bah, épais comme des troncs d'arbres, voire comme des tunnels de métro pour de très grandes distances. Des câbles électriques de la taille d'un tunnel de métro. C'est absurde. Financièrement et matériellement, c'est une absurdité totale. Il n'y a même pas assez de cuivre sur toute la planète pour construire un réseau pareil. Et d'ailleurs, c'est exactement le mur dans lequel s'est écrasé Thomas Edison à la fin du 19e siècle. Ah oui, lors de la fameuse guerre des courants, le grand affrontement entre Edison et Tesla. Exactement. Edison, lui, il voulait électrifier les villes avec son courant continu à basse tension. Et ça marchait pas du coup. Son modèle exigeait de construire une centrale électrique génératrice quasiment à chaque coin de rue dans des grandes villes comme New York. Parce qu'au bout d'un kilomètre ou deux, son courant basse tension n'avait plus aucune force. Les énormes câbles souterrains surchauffaient dangereusement. Et c'est là que Nikola Tesla arrive avec sa solution. Nikola Tesla, soutenu par George Westinghouse, oui, il a proposé le courant alternatif. Et l'avantage magistral du courant alternatif, c'est qu'on peut très facilement élever sa tension pour le transport. Donc en élevant la tension, on baisse l'intensité, d'après notre équation. C'est ça, on baisse l'intensité, donc on élimine la chaleur de l'effet Joule, et on peut utiliser des câbles tout fins pour transporter des quantités d'énergie monumentales. Puis on abaisse cette tension à l'arrivée. C'est brillant. Et c'est ce principe qui a gagné, évidemment. C'était la seule solution viable pour déployer l'électricité à grande échelle, en fait. Donc on comprend bien pourquoi la très haute tension, les 400 000 volts de notre grande autoroute HTB, est absolument vitale pour traverser les régions sans perte. Mais revenons à notre cheminement. L'électricité a traversé le pays sur ces immenses pylônes métalliques, et là elle s'approche d'une zone urbaine ou d'un village. Et là, on a un nouveau problème. Bah oui, parce qu'on ne peut pas construire une rampe de sortie d'autoroute à 6 voies pour la brancher directement dans une petite rue résidentielle. C'est impossible. Et c'est là que réside le grand paradoxe de ce système électrique. La très haute tension, c'est la meilleure amie du transport longue distance, mais c'est l'ennemi juré de la sécurité publique et de l'aménagement du territoire. L'ennemi juré, carrément? À 400 000 volts, l'électricité est d'une telle agressivité qu'elle n'a même pas besoin d'un contact physique direct pour foudroyer quelqu'un ou pour déclencher un incendie. Attendez, comment ça, sans contact physique? Vous êtes en train de dire que l'électricité peut s'échapper du câble toute seule? Oui, c'est un phénomène qu'on appelle l'arc électrique. À des niveaux de tension aussi extrêmes, l'électricité cherche frénétiquement à rejoindre la Terre par le chemin le plus court. Un peu comme la foudre pendant un orage, en fait. C'est exactement le même principe. Donc si un arbre pousse un peu trop haut en dessous de la ligne, si un bâtiment est construit trop près, ou même si un oiseau de grande envergure s'approche à quelques mètres du câble, la tension est tellement forte qu'elle déchire la résistance de l'air. D'accord. L'air devient soudainement conducteur et un éclair jaillit littéralement du câble vers l'objet pour s'y décharger. C'est terrifiant. C'est pour ça que les pylônes de très haute tension font des dizaines de mètres de haut et qu'ils nécessitent des couloirs de déboisement massifs dans les forêts. On ne peut physiquement pas amener des lignes pareilles au-dessus d'un pavillon de banlieue. D'où la nécessité absolue de rétrograder la vitesse de l'énergie. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. C'est exactement là qu'entre en scène le premier membre de notre duo du jour, la fameuse
HTA, la haute tension ALSIM. Le relais idéal, oui. Donc, la tension est abaissée depuis les lignes de transport massif vers un niveau intermédiaire, c'est bien ça? Voilà. Le réseau HTA, c'est vraiment la solution de compromis parfaite. Il prend le relais depuis ce qu'on appelle les postes sources. La tension chute drastiquement pour s'établir sur une plage qui va généralement de 1000 à 50 000 volts. Mais d'après nos sources, il y a un standard très courant, non? Oui, dans la très grande majorité des cas, le standard de distribution courante, c'est 20 000 volts. 20 000 volts. Donc, si on garde notre métaphore routière du début, on a quitté la grande autoroute nationale à 400 000 volts et on est maintenant sur le réseau des routes départementales. L'artère régionale, l'épine dorsale de la distribution. 20 000 volts, c'est un point d'équilibre fascinant en ingénierie. Pourquoi ça particulièrement? D'un côté, c'est encore une tension suffisamment haute pour transporter l'énergie sur des distances moyennes, disons 20 à 30 km, à travers une agglomération, une vallée ou une zone rurale, tout en gardant l'effet Joule sous contrôle, sans avoir besoin de câbles démesurés. Ouais, on évite que le câble ne fonde. Et de l'autre côté? De l'autre côté, c'est assez bas pour être intégré dans le paysage humain. Le risque d'arc électrique gigantesque disparaît en très grande partie. On peut rapprocher les infrastructures des habitations. Exactement. On peut faire passer la HTA sur des supports beaucoup plus discrets. Vous savez, ces poteaux en béton ou en bois de taille modeste qu'on voit souvent le long des routes départementales. Ah oui, on les voit tout le temps à la campagne. Voilà. Et plus important encore, c'est à ce niveau de tension qu'il devient techniquement et économiquement possible d'enfouir les lignes sous la terre. Une très grande partie du réseau HTA moderne circule silencieusement sous les trottoirs et les routes de nos villes, totalement invisible pour les passants. C'est fou. Mais il ne faut pas s'y tromper pour autant. La discrétion, ça ne veut pas dire que c'est devenu inoffensif. Ah non, surtout pas. Parce que quand on se promène en ville, on voit souvent ces petits bâtiments en béton ou ces gros boîtiers métalliques sur les trottoirs, avec le fameux logo jaune en forme d'éclair et la mention « danger de mort ». Oui, les postes de transformation. C'est de la HTA là-dedans. 20 000 volts, ça reste une force létale impitoyable. Ce n'est absolument pas une tension avec laquelle le grand public, ou même l'installation électrique d'une maison, peut interagir. C'est une distinction cruciale à faire, ouais. Le réseau HTA, il est géré exclusivement par des techniciens qui ont des habilitations complexes, qui portent des équipements de protection isolants très, très spécifiques. Pas le genre de truc qu'on bricole le dimanche, quoi. Sûrement pas. Ce réseau, il alimente parfois directement de très grosses installations industrielles, des hôpitaux, des centres commerciaux, parce qu'ils ont leur propre transformateur interne, mais sa mission première pour la vie quotidienne, c'est de relier les postes sources à des milliers de petits postes de transformation dispersés dans les quartiers résidentiels. Et nous voilà donc arrivés au fameux point de bascule, le poste de transformation HTA vers BT. Si on reprend notre image, si la HTA, c'est le convoi de poids lourds qui amène la marchandise au niveau régional, le transformateur, c'est un peu le centre de tri à l'entrée du quartier. L'image du centre de tri est très juste. Le rôle exclusif de ce transformateur, c'est de prendre l'énergie brute, ces fameux 20 000 volts, de la décortiquer en quelque sorte et de la traduire dans un langage que nos équipements domestiques peuvent comprendre. D'accord. Les immenses camions de la HTA s'arrêtent là, on décharge l'énergie et on la répartit sur des milliers de petits vélos cargo de livraison. Des petits vélos cargo, Ouais. exactement. Ouais, des véhicules beaucoup plus lents, beaucoup moins dangereux, qui vont pouvoir s'infiltrer dans les rues étroites pour livrer chaque bâtiment en toute sécurité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Le terme « traduire » que vous avez utilisé est intéressant, parce que comment ça marche physiquement à l'intérieur de ce gros boîtier en béton? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une sorte de barrage physique qui bloque une partie du courant pour réduire la pression? Non, et c'est là que réside, à mon avis, le véritable génie de l'infrastructure électrique. Ce n'est pas du tout un barrage qui restreint physiquement le flux. Un transformateur, ça utilise un principe physique majestueux qu'on appelle l'induction électromagnétique. Ok. Comment on peut visualiser ça? Imaginez l'intérieur du boîtier. Il y a de grosses bobines de fil de cuivre. Le câble d'arrivée, celui qui porte la très haute tension régionale, il est enroulé des centaines de fois autour d'un gros noyau métallique. Donc, une grosse bobine où passent les 20 000 volts. C'est ça. Et juste à côté, sur ce même noyau métallique, il y a une deuxième bobine. Celle-là, elle est connectée au câble de sortie qui va vers les maisons. D'accord. Mais cette deuxième bobine, elle possède beaucoup moins de tours de fil que la première. Et ce qui est vraiment fascinant,
C'est que lorsque les 20 000 volts traversent la première bobine, il crée un champ magnétique extrêmement puissant, qui palpite dans le métal. Un champ magnétique. Oui. Et ce champ magnétique invisible traverse l'espace, percute la deuxième bobine et il induit, c'est-à-dire qu'il crée de toutes pièces un nouveau courant électrique dans le fil de sortie. Attendez. Pour être parfaitement clair, vous êtes en train de me dire que le câble d'arrivée de la région à 20 000 volts et le câble de sortie qui va vers ma maison, ils ne se touchent jamais. Jamais. Il n'y a absolument aucun contact physique direct entre les deux conducteurs. Mais c'est un truc de fou. L'électricité saute de l'un à l'autre? Ils sont physiquement séparés par des isolants et du vide. L'énergie traverse cet espace sous forme de champ magnétique pur. Et parce que la deuxième bobine a moins de tours de fil, l'énergie qui y renaît est convertie. Elle est traduite donc. Voilà. La tension s'effondre à 230 volts, mais l'intensité disponible pour le quartier augmente pour compenser. C'est complètement vertigineux quand on y pense. Les électrons qui ont été générés par le réacteur de la centrale nucléaire à des centaines de kilomètres de là, ils finissent jamais leur course dans le moteur de mon réfrigérateur. Non, jamais. Ils s'arrêtent au transformateur de mon quartier, ils créent cette vibration magnétique et ils repartent de leur côté. C'est vraiment une frontière étanche, un traducteur qui réécrit complètement la nature du courant. C'est le véritable garde du corps de tout le système. C'est exactement le terme. Garde du corps. Ce transformateur garantit qu'aucune surtension cataclysmique venue du réseau régional ne puisse se propager directement dans les circuits ultra fragiles de nos foyers. Heureusement pour nous. Oui, une fois que l'énergie a franchi ce vide magnétique, la nature du réseau change du tout au tout. Et là, nous venons officiellement de basculer dans le domaine de l'ABT. La basse tension. La basse tension. Nos fameux petits vélos cargo qui prennent le relais sur les derniers mètres de la course. C'est ça. On parle donc ici au final d'une tension de 230 volts en courant monophasé pour alimenter nos télévisions, nos chargeurs, nos lumières de tous les jours, et parfois de 400 volts en courant triphasé pour les bâtiments qui abritent des équipements plus gourmands, genre les ascenseurs ou les pompes industrielles. C'est vraiment l'ultime étape du voyage de l'électricité. Et à cause de ces lois de la physique dont on a longuement parlé au début, avec cet effet Joule implacable, le rayon d'action de ce réseau basse tension est extrêmement limité. On ne peut plus faire des kilomètres avec. Non. Contrairement à la EHT, qui galopait sur des dizaines de kilomètres sans problème, la BT est cantonnée à de très courtes distances, généralement quelques centaines de mètres maximum autour du transformateur du quartier. Son unique mission, une fois la tension effondrée, c'est d'irriguer le voisinage immédiat, en fait. Les foyers de la rue, la boulangerie du coin, la petite école du quartier. Voilà. Le réseau s'éparpille alors dans une myriade de câbles basse tension. Certains sont aériens, tendus entre des poteaux en ciment avec ces fameux fils torsadés noirs bien reconnaissables. Ouais, on en voit beaucoup dans les lotissements. Et beaucoup sont aussi, majoritairement même, enfouis dans de petites tranchées directement reliées au compteur des maisons individuelles. Mais même à 230 volts, je veux dire, bien que l'énergie soit infiniment plus docile que les 20 000 volts de la rue, ça reste mortel si on y met les doigts, non? Ce n'est pas parce qu'on l'appelle basse tension qu'il n'y a plus aucun danger. Ah, ça soulève une question super importante sur la sécurité à domicile. Ce n'est certainement pas inoffensif. Le corps humain est extrêmement sensible à l'électricité. Ça pardonne pas. Une simple fraction d'ampère à 230 volts peut être fatale ou provoquer de très graves brûlures. C'est pour ça que le voyage de l'ABT ne s'arrête pas au simple câble de raccordement du mur. D'accord. Une fois entré dans un bâtiment, l'électricité fait face à la dernière ligne de défense absolue de toute notre infrastructure. Le tableau de distribution? Qu'on appelle couramment le tableau électrique, c'est ça? Exactement. Le tableau électrique, Ce boîtier blanc plein de petits interrupteurs qu'on cache généralement derrière une porte dans le couloir ou au fond du garage. oui, le grand chef d'orchestre final. Son rôle de répartition, il est évident. Il prend cette arrivée d'énergie civile et il la divise en différents circuits très spécifiques dans la maison. Genre un circuit solide avec des gros câbles pour le four et les plaques de cuisson, un circuit moyen pour les prises du salon et un circuit très fin pour les plafonniers. Exactement. Mais sa véritable fonction, la plus vitale, c'est la protection chirurgicale de la vie humaine et de l'intégrité du bâtiment. En hébergeant les fameux disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. C'est eux qui sautent quand il y a un problème. Tout à fait. Ces modules ne se contentent pas juste de distribuer bêtement le courant, ils veillent au grain avec une sensibilité extrême. Si un appareil électroménager est défectueux et qu'il crée un court-circuit, ou pire, si quelqu'un touche accidentellement un fil dénudé, Le système le détecte.
Le tableau électrique détecte la fuite de courant ou la montée subite d'intensité en quelques millisecondes. Une mécanique interne se déclenche, ça claque, et ça coupe physiquement la connexion, avant que l'installation ne prenne feu ou que la personne ne soit électrocutée. C'est vraiment la garantie de sécurité finale offerte à l'utilisateur, juste avant l'utilisation. C'est ça, le filet de sécurité ultime. En prenant un peu de recul sur toute cette architecture fascinante qu'on vient de détailler, on réalise à quel point la HTA et la BT forment une équipe redoutable et tellement complémentaire. Complètement. C'est un partenariat asymétrique où chaque partie pallie les faiblesses physiques de l'autre, en fait. La haute tension A, c'est l'endurance pure, le muscle de l'opération. Elle se charge du travail ingrat, porter une puissance colossale sur de longs kilomètres, en affrontant les lois de la thermodynamique pour éviter que l'énergie ne se volatilise bêtement en chaleur. Tout en restant suffisamment malléable pour s'insérer discrètement dans nos infrastructures régionales. Ouais. Et en parfaite opposition, la basse tension, c'est la quintessence de la finesse. Elle prend le relais pour les dernières centaines de mètres, en sacrifiant totalement sa capacité à voyager loin, mais au profit exclusif de la sécurité et de la consommation de détails. Elle s'assure que cette puissance féroce, qui était autrefois indomptable sur les gros pylônes, devienne maîtrisable à l'échelle d'une simple prise murale. Et c'est ce duo magistral qui permet à la magie électrique de devenir ce service quotidien, si discret, si fiable, qu'on finit par l'oublier totalement. Et on devrait peut-être s'en souvenir un peu plus souvent finalement. Et c'est ce qui rend cette exploration des réseaux si percutante, je trouve. Parce que la prochaine fois qu'un doigt se posera distraitement sur un petit interrupteur en plastique pour éclairer un couloir la nuit, il est fascinant de s'arrêter juste un dixième de seconde. De réaliser ce qui se passe. De visualiser cette cascade monumentale de conversion qui vient tout juste de s'achever derrière le mur. De se dire qu'à cet instant précis, une force colossale de 20 000 volts qui sillonnait silencieusement la région a été réceptionnée, purifiée à travers un champ magnétique sans contact et décomposée en une fraction inoffensive de 230 volts. Juste pour allumer une ampoule. Juste pour notre confort. Et quand on contemple la sophistication vertigineuse d'une telle machinerie cachée sous nos pieds, ça pousse inévitablement à se poser une question beaucoup plus large. Je vous écoute. Combien d'autres systèmes massifs et invisibles, combien d'autres forces brutales et imprévisibles de la nature sont ainsi, à chaque instant de la journée, secrètement domptées, traduites et réduites à notre échelle humaine, pour que notre vie moderne paraisse si simple et si évidente. C'est une excellente réflexion. On est entouré de ces miracles invisibles sans même s'en apercevoir. Eh bien, on va laisser ceux qui nous écoutent méditer là-dessus aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette plongée captivante dans les coulisses de notre énergie. C'était un vrai plaisir, merci. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur. Prenez soin de vous.